dans la problématique ou en rebond de ce que Adrien vient de dire, je pense que CNP Assurance, ça fait beaucoup de choses également. Alors, je peux parler pour CNP Assurance, mais je vais aussi rebondir sur les propos d'Adrien du point de vue de la profession. Parce qu'on est toujours sur la ligne de crête dans ces histoires-là. Les sondages sont bons, et néanmoins, chaque fois qu'avec Florence, on rencontre le ministre, le gouverneur de la Banque de France, des journalistes, etc., on dit « l'assurance cette année quand même, vous n'avez pas été tout à fait au rendez-vous. » Ah bon? On a les 5 milliards, etc. Oui, mais enfin quand même, il y a eu des histoires. Ce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, les réputations sont effroyablement fragiles. Et qu'il suffit d'un incident ou, on va dire, d'une mauvaise passe, et tout d'un coup, pendant quelques mois, et ça peut avoir des effets de traîne, un effet réputationnel négatif vous encombre. On a vécu, Adrien et moi, certaines réunions à distance l'année dernière, à partir du mois de mars, puisque le conseil exécutif de la FFA se réunissait tous les soirs, à un moment donné. Et je vais te dire comme ça, un des éléments de confiance que nous devons mériter en tant que professionnels, c'est de connaître les contrats que nous avons vendus à nos clients. Et que dans certains de ces débats-là, il s'est avéré que l'analyse que nous avions des contrats et des engagements pris a évolué, ce qui n'est pas terrible. Bon, j'arrête là, mais je crois qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit que nous avons des biais et que ces biais, il faut faire très attention à eux. Et puis, il y a des biais aussi de vision des autres. Nous sommes des boîtes avec des gros bilans, avec beaucoup de clients. Regardons nos sites Internet. Dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément un magnifique passeport que de dire « je suis très riche, je suis très gros ». C'est compliqué. Nous sommes dans un cycle inversé. Nous, on a tout à fait l'habitude. Tu payes d'abord et puis tu auras une prestation un jour. OK. Sauf que la précision de l'engagement que tu as le premier jour, il est important parce que le jour où je devrais payer, il ne faut pas qu'il y ait eu d'ambiguïté. Et donc, en fait, on a une profession qui joue aux chiffres et les lettres avec les clients. On joue aux chiffres et les lettres parce qu'on fait des chiffres, c'est-à-dire on évalue des primes, on évalue des sinistres, et on joue aux lettres parce qu'on a le contrat et que c'est nous qui l'écrivons et c'est lui qui le souscrit. Et là, il faut se méfier beaucoup parce qu'en fait, on est dans une situation d'asymétrie réelle. Nous avons une perception du risque statistique, le client a une perception du risque individuel et émotionnel. Nous sommes en règle générale le rédacteur des conditions. Le client, il est le souscripteur, il prend. Eh bien, il faut se méfier de sa propre force pour mériter la confiance. Je crois que c'est très très important que les épisodes que nous avons vécus nous ramènent en permanence à nous méfier de ce que sont en réalité nos forces et nos atouts. Merci Antoine. Alors moi j'avais une question, c'était les enjeux et la nécessité d'une meilleure transparence. En gros, vous venez en partie de la traiter, c'est-à-dire que un contrat d'assurance, c'est un contrat synagmatique entre deux parties. Donc le client, donc l'assuré, et l'assureur. Et donc, quand il y a des zones d'ombre, c'est parfois compliqué. Donc, quelle est votre vision? Je vais peut-être plutôt m'adresser à Adrien, puisque vous l'avez dit en filigrane. Antoine, comment est-ce qu'on peut s'assurer de la clarté des contrats, de s'assurer de la compréhension des contrats par les clients aussi, parce que l'assuré final, il peut ne pas forcément tout comprendre, parce que le jargon juridique, technique du monde de l'assurance et le droit français, on va rester en droit français, n'est pas toujours simple à comprendre pour le commun des mortels. C'est une question qui n'est pas évidente, elle concerne toutes les familles et tous les secteurs. Il y aurait une tentation qui serait d'y répondre par la réglementation, type devoir de conseil. Voilà, il y a un problème de compréhension, donc il faut réguler, il faut mettre des outils, il faut mettre des process, etc. Force est de constater, je parlais du devoir de conseil par exemple en assurance vie, que ça aide, mais ça ne résout pas tout et ça peut créer plein de biais en réalité au travers de l'outil. Au bout du bout, et je rebondis sur ce que dit Antoine, la clarté du moment où je souscris, elle va beaucoup dépendre de la clarté de la relation humaine qui va se jouer entre le conseiller et l'assuré qui est en face. Et là, c'est vraiment tous les enjeux qui ont été abordés tout à l'heure autour de la formation, de la compréhension, de l'empathie, de la pédagogie. Au bout du bout, c'est pas des procédures, c'est pas tant des procédures, c'est pas tant de la réglementation, c'est pas tant des outils qui vont apporter des éléments complémentaires. C'est ce lien
hein, qui va exister alors, au moment de la souscription et plus tard au moment du sinistre. Et par rapport à ça, ce contre quoi il faut essayer de lutter un peu malgré nous, parce que nous faisons des chiffres et des lettres, hein, comme tu l'as dit, c'est il faut être technique sans l'être. Il faut une vraie maîtrise technique du fond des contrats, du fond des dossiers. Mais pour pouvoir restituer quelque chose au bout du bout à l'assuré, à l'adhérent, au sociétaire, qui soit le plus direct et le plus adapté à sa situation de vie. Ça, c'est, je pense, un premier élément qui est fondamental. Le deuxième élément dans l'accompagnement, c'est comment je fais le lien dans un métier qui reste quand même très segmenté par des grandes familles, la production, la gestion, la technique, etc. Comment je fais le lien auprès d'un même assuré qui me fait confiance depuis longtemps, quand il peut avoir, moi je parle notamment du dommage, mais ça pourrait être vrai d'autres sujets comme la prévoyance, quand j'ai des relations qui sont finalement assez peu suivies dans le temps. En moyenne, hein, chez nous, un sociétaire assuré en auto, il a un sinistre tous les 5 ans, si je le résume. C'est là où la question, pour le coup, des outils et de la donnée peut être extrêmement aidante pour assurer ce lien, ce relationnel, et la question de la culture d'entreprise, de la culture relationnelle, qui peut permettre aussi de créer un lien commun entre tous ces salariés, toutes ces équipes qui à un moment vont traiter un seul et même client. Donc la réponse n'est pas simple. Je pense que la réglementation, qui peut être une espèce de pare-feu ou de case à cocher pour se dire c'est bon, j'ai fait mon devoir de transparence et de conseil, n'est fondamentalement pas le seul sujet. C'est la qualité des équipes et leur compréhension de l'esprit de la relation avec les sociétaires, avec les adhérents, fondamentalement, qui est en jeu. Merci Adrien. Antoine, est-ce que vous voulez dire un petit mot ou je passe au point suivant? Simplement un petit mot parce que je crois qu'on est absolument d'accord. En gros, la clarté ex ante, c'est pas de problème ex post. C'est quand même un truc qui va de soi. Alors en assurance de personnes, en plus, le sujet c'est l'horizon. C'est qu'on va prendre des engagements vis-à-vis des gens à très très long terme. Ils auront oublié ce qu'ils ont signé, si jamais c'est eux qui l'ont signé, puisqu'il y a aussi une histoire de succession. Et donc, la clarté, on peut écrire les choses en langage naturel, c'est pas tout à fait facile de traduire. D'ailleurs, on pourrait essayer de traduire le code des assurances ou le code de la mutualité en langage naturel, ça prendrait des siècles. Bon, il faut écrire les choses en langage naturel, mais il faut surtout, effectivement, avoir des gens qui savent parler et expliquer aux clients. Et on passe beaucoup, beaucoup de temps à travailler sur la formation, à travailler sur l'accompagnement des gens qui parlent à nos clients, pour qu'ils soient, si je puis dire, dans l'écoute et dans l'échange. Et à cet égard, je vais aller un point peut-être au-delà de la remarque d'Adrien sur le fait que ce n'est pas que la régulation qui fait. Moi, de temps en temps, il m'arrive de me dire que la régulation défait. Je vais vous prendre un exemple. Souscrivez un contrat d'assurance vie en ligne sur un des magnifiques produits qui existent. Vous allez vous apercevoir que l'application des réglementations vous oblige à cocher des cases pendant 10, 15, 20 ou 25 minutes. Vous n'avez pas un temps commercial infini avec un client. Donc si vous avez passé du temps simplement à cocher des cases parce qu'il faut remplir le process, alors oui, bien sûr, on va parler de l'appétence au risque, on va parler du niveau de formation du client, etc. Ce sont des thématiques importantes dans le conseil. Mais en réalité, en mécanisant cet échange, on le neutralise et on l'appauvrit sur le plan humain. Et donc moi, je me dis attention, faisons attention, le mieux est l'ennemi du bien. Faisons attention à ce qu'on ne se dédouane pas en considérant qu'on a bien appliqué les règles du jeu, alors que la relation humaine, ce n'est pas d'appliquer des règles du jeu seulement. Ça me fait plaisir de remettre l'humain au centre du débat. Question suivante. Je serais curieux d'avoir vos réponses respectives sur comment renforcer la confiance au sein des organismes d'assurance. Et donc, en filigrane sur cette question, il y a plusieurs aspects. C'est capitaliser sur la raison d'être. Toutes les structures aujourd'hui, et je vois même des mutuelles qui ont communiqué ce matin ou hier soir, très tardivement, sur la raison d'être, des structures à mission, des entreprises à mission. Donc il y a toute une réflexion actuelle qui se développe en la matière. Et puis après, on touche à l'humain. Donc ça veut dire on touche à la formation, on touche à la culture. Donc comment est-ce que vous voyez ces aspects-là convergents, divergents, de telle sorte à pouvoir générer une confiance, et on touche, qu'on le veuille ou pas, au management, voire au middle management, jusqu'au bas de l'échelle, et ce qui n'est pas péjoratif. Le premier client
du moins le premier à décrocher le téléphone, ça peut être un standardiste, une standardiste, ça peut être un gestionnaire, une gestionnaire. Et comment on peut former, faire grandir les gens, les accompagner, qui plus est avec des outils qui sont de plus en plus performants, avec une digitalisation qui est grandissante, de telle sorte à ce que les outils évoluent très vite. Est-ce qu'on accompagne et est-ce que tous les collaborateurs des groupes que vous dirigez sont accompagnés de telle sorte à pouvoir répondre pleinement et gagner dans la raison d'être de chaque structure, gagner en efficacité, en efficience et en responsabilité sociétale, je dirais. C'est une question, alors je me suis un petit peu lâché, hein, on m'en voudrait pas, mais en tout cas, je pense qu'il est important de se dire les choses aujourd'hui dans un contexte quand même de défiance, comme ça a pu être dit à plusieurs reprises, ou de méfiance par rapport à notre secteur. Et je le redis, le secteur de l'assurance, dans sa globalité, n'a pas démérité, bien au contraire. N'ayons pas peur de le dire, n'ayez pas peur de le dire. Oui, il me semble qu'il y a deux volets dans ta question. Il y a plutôt un volet management et un volet raison d'être. Sur la question managériale, j'ai presque envie, comme tout à l'heure, de revenir au test qui a été l'année 2020, de ce que ça nous enseigne pour l'année 2020 et peut-être même la petite boucle rétroactive que ça nous donne sur les tendances d'organisation depuis peut-être 5 à 10 ans en fait. Parce que fondamentalement, si on veut être simple, compris et dans la confiance pour nos clients, il faut déjà qu'on soit simple, compris de nous-mêmes. Et on sait que c'est déjà un travail d'avoir des organisations qui ne génèrent pas trop de complexité pour qu'elles n'arrivent pas à un moment au niveau du client. Pour moi, dans mon expérience, le principal enseignement de l'exercice 2020 de ce point de vue-là, c'est que ça faisait des années qu'on parlait d'autonomie, ça faisait des années qu'on parlait de voilà, il faut que les choses se passent au bon endroit, la subsidiarité, etc. Bon, ben là, quand il a fallu organiser le travail à distance, d'une certaine façon, le management de terrain a pris le pouvoir. Alors, organiser, faciliter, encourager par la direction. Mais ce qui a fait la réussite, je crois, globalement dans le secteur de l'assurance, de la mise en place de ça, ça a été le fait qu'on a été dans la confiance vis-à-vis de ce management de proximité et qui lui aussi était dans la confiance par rapport aux institutions, par rapport à CNP, je me tourne vers Stéphane, par rapport à Covea, par rapport à Massif, par rapport à Aesio, par rapport à tous ces éléments-là. Et ça, c'est un enseignement très fort parce que nos managers ont vécu avec ça, on les en a remerciés très fortement et il n'y aura pas un retour ex-ante. Et en plus, moi, je vois les vertus fondamentales que ça a eu. Et là où c'est un peu percutant, je trouve, c'est que ça vient un peu en contradiction avec une tendance, une pente qu'on connaît sectoriellement depuis 10 ans. Alors, moi, j'en ai un peu ma lecture personnelle, qui est peut-être un peu liée à la mise en place de Solvabilité 2. Je trouve qu'après 15 ans de Solvabilité 2, on est arrivé à un moment à une confusion entre une supervision centrale de risque, ok, ça s'est posé et la centralisation du management. Et ce que nous apprend la crise, en tout cas moi ce qu'elle m'apprend au moment où on est en train de construire AEMA Group, donc une entité qui est plurielle, c'est que peut-être on va avoir un retour positif des organisations plus décentralisées, c'est-à-dire qui remettent plus de responsabilités, qu'on parle du management de proximité, qu'on parle des directions, des managements de BU, etc. Voilà, je pense que c'est un élément qui est extrêmement important et qui peut être une forme de force de rappel positive aux effets parfois de la réglementation qui fait un peu un effet de rasoir national quoi, sur ce sujet-là. Donc sur cette partie management, ce que l'on a vécu doit nous apprendre qu'on doit faire davantage confiance au terrain et résister un peu aux tendances centralisatrices qu'induit indirectement parfois la réglementation. Sur la raison d'être, je pourrais en parler pendant des temps et des temps, et l'important finalement, là je parle d'entreprises mutualistes, qu'ils sont pour la plupart depuis extrêmement longtemps. Je dirais qu'aujourd'hui, moi, les questions d'entreprise à mission, je la vois plutôt comme la petite cerise de communication sur le gros gâteau mutualiste, c'est-à-dire, au fond, c'est ça la vraie raison d'être. On est déjà des entreprises mission, entre guillemets, depuis l'origine. Et ne confondons pas l'accessoire et l'essentiel de ce point de vue-là. Antoine, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Oui, alors en fait, à cette question, je vais d'abord deux petits souvenirs. Un ancien et un récent qui me sont venus à l'esprit. Il y a quelques années, quand on voyait telle ou telle réclamation de clients, etc., il y avait une des personnes importantes de CNP qui disait « mais ils ne savent pas lire les contrats ?» Boum. Aujourd'hui, et le dernier venu dans le comité exécutif de CNP, il est venu et puis il a commencé par faire le tour des centres d'appel.
Et il est revenu, il m'a dit, c'est magnifique, parce que les gens au centre d'appel, ils discutent avec les gens, et c'est magnifique, ils connaissent très très bien les contrats, beaucoup mieux que plein d'autres gens dans la boîte, etc. Et c'est formidable. Donc il y a quand même là-dessus une évolution de la façon de faire que nous percevons tous. Alors je pense que c'est différent dans les entreprises, mais nous les percevons tous. Il y a une deuxième chose, c'est peut-être un petit peu théorique que ce que je vais dire là, mais c'est mon vécu à moi. J'ai abordé cette profession assez tardivement. Et je venais de métiers publics, d'administration ou dans des entreprises publiques. Le secteur de l'assurance est quand même le seul où on se préoccupe en permanence de sa capacité à exécuter ses engagements parce qu'on révise ses provisions tout le temps. Et ben, ça, écoutez, il faut en être fier. Parce que quand vous voyez aujourd'hui, on parle aujourd'hui de est-ce qu'il faut rembourser la dette, enfin des choses comme ça. Et on se pose des questions. Un assureur ne se posera jamais la question de est-ce qu'il faut exécuter mes engagements. Il se dira qu'est-ce qu'il faut que je mette de côté pour exécuter mes engagements compte tenu de la magnitude, on va dire, d'incertitude qui se pose aujourd'hui par rapport aux incertitudes qui existaient à l'époque où j'ai pris ces engagements. Donc ça, c'est quand même un point de force. Alors on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un petit peu abstrait, mais il faut s'en souvenir. Dernière remarque sur la question de la raison d'être. On est en train d'achever le travail, nous aussi, sur cette dimension importante. Et ce qui est très, très frappant, c'est que toutes les parties prenantes ont une vision de la raison d'être qui va très, très au-delà des produits qu'on vend. Et la partie prenante, on va dire, la plus cruciale aujourd'hui, parce que quand même, c'est un des enjeux de notre époque, c'est nos collaborateurs. Puisque la rétention des talents est un problème de l'époque. Et là, ils y sont très, très attachés. Et il y a une dimension, je disais tout à l'heure, un des biais de l'assurance, c'est que comme on est des grosses entreprises avec des bilans importants, on est regardé, on va dire, de travers. Un des biais importants, c'est de se dire qu'est-ce qu'on fait de l'argent et la manière dont on investit l'argent face à la transition énergétique, aux problèmes environnementaux aujourd'hui, deviennent quelque chose de crucial pour nos collaborateurs et pour le message que nous adressons à nos clients. Disons-le brutalement, avec des taux d'intérêt très bas aujourd'hui, ce n'est pas la promesse de rendement qui nous différenciera extraordinairement. Par contre, j'ai fait ça avec l'argent que je gère aujourd'hui pour vous, ça a de la valeur.